Bonjour à tous et bienvenue à la 40e édition de ce plateau hors cadre, une émission entièrement réalisée par les stagiaires de l'IMCA. Derrière moi à la régie, avec lancement de sujets, réalisation, script, monitoring, la lumière, le son, puis tout autour de vous les cadreurs. Quant à moi, Karine, je suis à la présentation. Bonjour à tous. Alors tout au long de la journée, vous allez pouvoir voir différents formats de vidéos, alors du reportage, au film d'animation, au documentaire et même de la fiction, tous réalisés par la promotion 2019 de l'IMCA. Alors j'imagine que l'IMCA, vous connaissez tous ? Oui, non, oui. Eh bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vous propose de regarder le clip de présentation réalisé par un ancien stagiaire de l'IMCA, Flavio Filippi. Toute l'équipe est vraiment très heureuse de vous accueillir ici dans cette magnifique chapelle des Pénitents Blancs. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier David Bourbonneau, José Garcia et Anne Cosberg qui nous permettent de réaliser ce plateau dans ce lieu de patrimoine et de théâtre. Alors quand on parle de patrimoine et de théâtre, on ne peut que penser à Jean Vilar, le créateur du Festival d'Avignon, et à la maison Jean Vilar, qui accueille régulièrement des expositions comme celle consacrée à Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, une vie de théâtre, un reportage signé Mélanie Oglossa. Nathalie Cabrera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Maison Jean Vilar, comme on a pu le voir dans le reportage. Déjà, bravo pour cette exposition remarquable qui a rencontré un franc succès. Absolument, c'était un grand bonheur. Et d'ailleurs de la voir là, alors que maintenant nous l'avons démontée, ça me touche aussi. Oui, il y avait tout un caractère très intimiste dans cette exposition par rapport à toute la scénographie. Absolument, donc l'idée c'était de proposer une immersion, de toucher le public à la fois par des documents, des sons, des images, comme c'est dit dans le reportage, puisqu'en fait c'est la rencontre avec une personne et pas simplement la transmission d'une connaissance sur Jeanne Moreau. Oui, vous avez choisi de parler uniquement de sa carrière théâtrale, alors pourquoi ce choix ? Parce que c'est la maison Jean Vilar. Jean Vilar, bien sûr, c'est un homme de théâtre. Et déjà, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc il a fallu renoncer au cinéma, alors qu'on aime le cinéma, nous aussi, bien sûr. Et puis ça permettait aussi au grand public de connaître aussi toute sa carrière théâtrale, parce qu'il y a quand même du background derrière. Jeanne, elle a commencé très tôt. Absolument, elle a commencé très tôt, puisqu'elle était en 1947 avec Jean Vilar à la fondation du festival. Elle était encore en 2011 dans la cour avec Étienne Daho. Donc c'est tout un parcours qui traverse à la fois l'histoire du théâtre et l'histoire du Festival d'Avignon. Et je crois que c'est des choses qu'il fallait effectivement que les gens connaissaient sans doute moins que sa carrière au cinéma. En parlant de parcours exceptionnel, vous aussi, vous avez quand même un parcours exceptionnel parce que vous êtes une professionnelle de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu tout votre parcours jusqu'à là ? J'ai absolument pas un parcours. Enfin, à aucun moment, bien évidemment, ça peut être comparable. Voilà, moi, j'ai fait un parcours plutôt du côté des politiques publiques. Donc, j'ai travaillé à la région Centre, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au Conseil général des Bouches-du-Rhône, plutôt du côté de ceux, en fin de compte, qui s'occupent des subventions et de rendre les choses possibles en accompagnant les élus. Et puis, j'ai mis en œuvre aussi un certain nombre de projets à Marseille-Provence 2013, notamment. Et où je m'occupais plutôt des actions avec les habitants, avec les citoyens. Et donc, c'est un peu tout naturellement que j'ai été candidate à la Maison Jean Vilar. Et j'y suis depuis mars 2017. Ça va faire 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans déjà. Et c'est un grand bonheur d'être dans cette maison exceptionnelle. Et quel est votre projet, là, maintenant, pour la Maison Jean Vilar ? Eh ben, on continue à faire des expositions et là on prépare une exposition dans quelques jours sur Marcel Jacquenot. Marcel Jacquenot, c'était le graphiste de Jean Vilar, c'est lui qui a inventé les 3 clés, le tampon du TNP. Il a été aussi d'ailleurs un très grand graphiste avec des objets publicitaires et notamment le casque des Gauloises. Des Gauloises je dis ça pour les plus jeunes qui les connaissent pas, c'était un redessin d'un casque.
faut surtout ne pas fumer pour autant, mais bon. Et puis voilà, donc c'est Marcel Jacquenot, et on a des trésors, parce que dans cette maison, c'est une maison où on a beaucoup d'archives, et on a donc des esquisses, des dessins à la plume, des choses qui montrent un peu comment en fait on fabrique quelque chose qui est l'image de marque d'un théâtre. Et c'était tout à fait nouveau à l'époque, dans les années 50. Donc ça commence à la fin de la semaine prochaine, hein, on est tout dedans. Et puis on a commencé bien sûr à préparer le festival 2019, et on va faire quelque chose de très différent, parce qu'en fait c'est pas évident de faire après Jeanne Moreau, et cette chose formidable, à la fois cette personnalité et puis le travail qui a été fait autour. On a choisi de faire quelque chose de radicalement différent en invitant Macha Makeyev, qui est donc metteur en scène, plasticienne, directrice du théâtre de la Criée à Marseille, à venir faire une installation chez nous, parce qu'il se trouve que Macha Makeyev est invitée par le Festival d'Avignon à faire un spectacle à la Fabrica autour de Lewis Carroll, et chez nous elle va faire quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire un parcours au milieu d'objets, au milieu de sons, toujours au milieu d'animaux, d'ailleurs beaucoup d'animaux naturalisés, puisque c'est dans son univers. Et on va se promener, elle appelle ça du théâtre immobile, ça va être quelque chose de tout à fait étonnant. Et on a commencé à travailler avec Macha la semaine dernière, et sans rien dévoiler, je pense que ça va être une chose tout à fait particulière, pas une exposition documentaire, pas un spectacle, puisqu'il n'y aura pas d'acteurs, mais quelque chose qui nous permet de plonger dans un imaginaire extrêmement riche. Bien, merci beaucoup Nathalie Cabrera. On attend vraiment avec impatience votre prochaine création. Et en attendant, je vous propose de découvrir celle d'un jeune chef d'entreprise avignonnais avec Sneak Up, un reportage de Tom Robin. Merci beaucoup. Bonjour Christophe Lesfrit. Bonjour. Et bravo pour ces créations originales. Merci. Alors vous êtes vraiment un tout jeune chef d'entreprise. Comment vous est venue l'idée de redonner une seconde vie à des chaussures usées ? Ça remonte il y a 10 ans, quand je suis arrivé sur Avignon. Mon premier emploi était chez Foot Locker, donc du coup, désolé pour la pub, mais c'est dans cette chaîne que j'ai appris le métier. Et le métier à la fois de la vente, mais aussi celle de pouvoir trouver justement la bonne chaussure pour le client, la bonne basket. Et je suis tombé complètement amoureux de cette mode et cette tendance en fait, qui est celle de la sneaker, comme on l'appelle dans le milieu. Et puis bon, même si après mon parcours fut plus porté vers d'autres horizons, comme l'immobilier, etc., mais aujourd'hui j'avais envie de revenir dans ce milieu-là, qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus, on va dire, de vrais rapports, quoi. On n'est pas dans la vente comme on peut en voir dans l'immobilier. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus divertissant. Ouais. Ça touche un public plutôt jeune, en fait, ce genre de customisation. Est-ce que vous avez des personnes âgées aussi qui veulent se faire customiser les chaussures ? Si on considère qu'à 40 ans on est âgé, je dirais oui. Mais non. Non. C'était pour plaisanter, mais on a beaucoup. En fait, c'était surtout pour dire que notre clientèle, elle est vraiment entre 30, 45, 50 ans. D'accord. Contrairement à ce qu'on peut penser. Oui. Quand j'ai travaillé sur ce projet-là, je pensais effectivement qu'on allait plaire à un public plutôt d'adolescents, voire d'enfants, mais non. Au final, on a beaucoup plus de CSP+, 30, 35 ans, qui ont grandi avec cette culture basket, culture hip-hop, et qui ont toujours une petite paire dans le placard qui prend un peu la poussière, qui a besoin d'être rénovée, ou qui veulent justement un peu de fantaisie. Et là, vous nous avez ramené donc plusieurs modèles. Tout à fait. Ça, c'est des modèles phares. Vous avez un modèle en particulier qui rencontre un succès. En fait, les 4 modèles que j'ai ramenés aujourd'hui sont un petit peu les best-sellers, ceux qu'on nous demande le plus souvent, c'est-à-dire que ce soit le cinéma. Là, on a Yoda de la Guerre des Étoiles, le portrait, notamment celui du rappeur Tupac, et puis du manga, Dragon Ball Z. Et puis des petites fantaisies qui sont très prisées en ce moment, c'est des baskets façon donuts ou encore cornets de glace. Vous pourrez regarder ça à l'apéro pro tout à l'heure de plus près si ça vous intéresse. Vous êtes à quelle adresse exactement, Christophe ? Au 26 rue des Fourbisseurs, juste derrière. Juste à côté en fait. C'est ça. Donc on pourra venir vous voir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça c'est un phénomène qui vient des États-Unis ? Oui, c'est né aux États-Unis il y a déjà plus de 15 ans maintenant. Ils étaient au départ créés pour être entre guillemets un cordonnier 2.0,
entre le cireur de chaussures et celui qui va aussi pimper, comme ils appellent ça aux États-Unis, la chaussure. Puis ça s'est exporté à Londres, puis à Paris. Et je me suis dit pourquoi pas Avignon. Et est-ce que vous avez déjà eu des demandes complètement farfelues, insolites, de dessins sur des chaussures? Oui, oui. La plus bizarre, ça a été celle de mettre des poils sur les chaussures. Des poils, des pieds à poils en même temps. Ouais. Donc il a fallu qu'on trouve des poils, donc ça n'a pas été si simple. D'accord. Ouais. On a eu toutes sortes d'idées, mais on a finalement opté pour une perruque, du coup, qu'on a décousue. Et voilà, en fait, il fallait tout simplement mettre des poils sur la virgule Nike de la chaussure. D'accord. En plus de rajouter de la couleur. Bon, on a eu de la fourrure, on a eu des diamants, on a eu mais bon, les poils, c'était vraiment... Des vrais diamants? Non, des faux. Mais les poils, j'étais pas prêt. Psychologiquement, non, j'étais pas. Je lui ai demandé 4 fois si c'était une blague, mais quand je l'ai vu passer à la caisse, j'ai dit non, va falloir trouver des poils. Excellent. Et vous travaillez avec quel type de produit? Parce que ça dure longtemps, cette peinture là sur les chaussures? Alors c'est une question qui revient souvent de la part de nos clients, c'est normal parce que ils ont tous peur que la prestation ne tienne pas. On travaille avec la seule marque au monde qui permet justement une tenue dans le temps. C'est une peinture acrylique qui est coupée avec des adjuvants de type colle qui permettent justement d'absorber tout ce qui est humidité, pluie et les intempéries, quoi. Et donc de toute façon, les customisations chez nous sont garanties 1 an. Donc quoi qu'il lui arrive, on repasse sur le dessin. C'est arrivé qu'une fois en 4 mois pour l'instant. Et vous avez pensé à customiser les escarpins? Parce que ça pourrait aussi intéresser ces dames, n'est-ce pas? Et ben pas plus tard que la semaine dernière, c'est ma banquière qui me l'a demandé. Ah bah voilà. Et les sacs à main, pourquoi pas? Sacs à main, c'est déjà en cours, et ainsi que les casquettes, les portefeuilles, et même les vestes en cuir. Beaucoup de vestes en cuir. Et les sabots des chevaux en spectacle, vous y avez pensé? Moi personnellement j'ai peur des chevaux, donc je vais voir avec un de mes gars si quelqu'un se sent, mais si on prend, il n'y a pas de risque de se prendre un sabot, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup Christophe Lesprit. Je disais ça parce que ça me permettait de faire une transition avec le prochain sujet. 2 passionnés de chevaux. Mais je me voyais sous le cheval là, déjà, en train de customiser. Regardez le reportage de donc Frédéric Pignon et Magali Delgado, un documentaire de Jorge Delgado et Sana Guéric. Jorge Delgado, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de cette co-réalisation avec Sana Guéric qui est actuellement en régie à la réalisation de la première partie de ce plateau. Voilà, Sana. Bravo pour ce travail. Vous avez de très belles images. Vous êtes droniste aussi? On voit des images de drone à un moment donné? Non, en fait, le drone, c'est un des stagiaires qui a eu l'amabilité de nous accompagner. C'est Pierre Azola. Je voudrais le saluer, le remercier aussi. Parce qu'il a donné un côté au film qui était super. On avait les chevaux de Vie du ciel avec les figures de Frédéric, et c'était vraiment très impressionnant. Il a fait ça très bien, donc très professionnel déjà, même en tant que stagiaire. Oui. Voilà. Il y a aussi des images d'archives de spectacles? Oui, c'est prêté évidemment par Frédéric gentiment pour nous. Voilà, donc un gros travail en amont parce que vous avez tourné seulement en 2 jours? Oui, que 2 jours. D'accord. Oui, et puis en plus il fallait, ils étaient vraiment très occupés, donc il fallait faire au mieux. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous demander si vous avez un lien parental avec Magali Delgado parce que vous portez le même nom? Eh bien oui, non, il n'y a aucun lien de parentin, c'est vraiment le hasard qui a fait ça. Incroyable. Quand on s'est rencontrés il y a quelques années, voilà, c'est... Et vous êtes rencontrés comment justement alors? En fait, on s'est rencontrés avec Frédéric au début au Cheval Passion. Il y a une 30aine d'années, et j'ai beaucoup aimé parce qu'on avait tous les deux, on était très jeunes, et lui je l'ai vu dormir dans les box avec son cheval, et puis vous avez vu avec ses chevelures et tout, moi je voyais un cheval, je voyais pas un homme, puis il arrêtait pas de les toucher, des machins, de lui parler. C'est un petit peu l'homme qui ça m'a énormément ému, et puis puis c'est très drôle comme sensation parce que tu vois vraiment qu'il il lui parle, quoi. Il est mi-homme, mi-cheval, un peu sagittaire, quoi. Oui, c'est un peu ça. Alors vous avez composé plusieurs musiques de leur spectacle. Vous continuez de travailler avec eux? Voilà, en fait ça commençait comme ça. J'ai fait sa première musique et on a continué à travailler de temps en temps. Et puis là depuis 5-6 ans c'est très régulier. Donc on travaille régulièrement ensemble et constamment. Ouais. Donc je m'occupe de composer leur musique de spectacle. Parce que vous êtes compositeur, chanteur, guitariste, vous êtes également technicien.
Pourquoi vous avez fait cette formation à l'IMCA alors? Vous avez des projets à venir? Et oui, en fait, comme j'ai fait aussi de la musique pour des films, j'ai voulu, j'ai rentré dans ce monde-là et ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir une approche beaucoup plus professionnelle avec des gens qui savent faire. Voilà, on peut aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se former. Moi, je suis autodidacte quasiment dans tout ce que je fais, donc on peut se former sur Internet avec des copains. Mais faire une école, surtout comme l'INCA, ça tient ses bonnes conséquences quand même, parce que c'est les rencontres aussi, c'est le matériel, c'est les gens qui sont là pour te donner un coup de main quand tu as vraiment des questions, un bouton qui peut te pourrir l'après-midi, ben ils sont là, ben ils disent c'est là, voilà, donc c'est bien. Et en termes de réalisation, je crois savoir que vous avez un projet sur parcourir la route du le Che Guevara. Oui, en fait, c'est une idée un peu farfelue, mais que j'espère qu'elle va prendre vie. C'est faire le même chemin que le Che quand il a fait voilà, son premier voyage entre l'Argentine et la Bolivie. Et ça risque de prendre un petit peu de temps alors du coup. Moi, je pense que les temps, c'est pas important, c'est comment on l'utilise. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jorge Delgado. Merci à vous. Là, je vous propose de découvrir un autre travail qui pourrait aussi vous intéresser, celui de la formation vidéographeur de l'IMCA, avec une courte vidéo animée de Benoît Virasamy, Costa Anas et Coralie Montalvano. Bonjour Francis Pincy. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur spécialisé dans ce type de format vidéo qui se généralise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces vidéos? Oui, d'une part, bravo aux étudiants et aux stagiaires qui ont fait ce film, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on a commencé et on a débuté cette formation vidéographeur, ils n'avaient aucune notion d'animation. Ils étaient complètement débutants. Ils étaient complètement débutants et je crois que le travail est d'autant plus remarquable qu'ils sont partis de zéro en termes d'animation, en termes de compréhension d'animation, de films d'animation, et ils ont abouti à ce résultat qui est assez probant et assez intéressant. Ça veut dire que si moi j'arrive demain en formation chez vous, je peux réaliser en combien de temps ce genre de vidéo? Cette réalisation, elle a duré aux alentours de 5 semaines, donc ils étaient présents chaque jour. Mais encore une fois, c'est vrai que le processus a été un processus très itératif, donc on a appris les bases de l'animation, ensuite la construction de l'animation, et puis après toutes les techniques qui sont liées à l'animation, et particulièrement à cette animation qui est une animation de type motion design, qui fait partie de la formation vidéographeur qui est dispensée aujourd'hui à l'IMCA. C'est une formation de 3 mois, c'est ça? C'est une formation de 3 mois qui va permettre à la fois finalement aux stagiaires de comprendre ce que c'est que d'être vidéographeur. C'est pas simplement d'être un animateur, c'est d'être un réalisateur qui, lorsqu'il compose un film, lorsqu'il va tourner un plan, lorsqu'il va poser sa caméra, va penser à la fois à décors naturels et effets spéciaux. C'est-à-dire, c'est une façon d'aborder le métier, je dirais, différemment, puisque beaucoup des stagiaires vont tourner dans une rue, par exemple, mais le vidéographeur va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec cette rue, en fait ? Est-ce que je peux mettre une rivière? Est-ce que je peux faire s'effondrer un mur? Est-ce que je peux faire apparaître un autre personnage? Est-ce que je peux donner un autre éclairage à cette scène? Donc ça va impliquer de sa part à la fois une maîtrise, et c'est tout le travail amont qui est fait avec Rémi, Sylvain et Romain sur la partie vidéo, compréhension de la technique, etc. Et nous, avec notamment Johanny, qui travaille aussi avec moi sur cette formation, nous allons leur apporter ce côté, je dirais, animation, effet spécial, et puis, je dirais, pousser les murs. Une scène, ça se pousse, ça se transforme, ça se métamorphose. C'est ça qu'on essaie de leur apprendre. Et les courtes vidéos animées comme ça, à visée promotionnelle ou pédagogique, c'est ça l'ère du numérique, c'est en plein développement? Alors oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très porteur d'abord, je dirais, au niveau de l'économie même de la réalisation audiovisuelle, parce qu'on demande de plus en plus aux réalisateurs de pouvoir être, je dirais, polyvalents. Alors c'est vrai que c'est une notion qui est assez vaste, mais concernant la vidéographie et notamment le motion design, c'est quelque chose qui est très demandé. C'est-à-dire qu'on va demander à un réalisateur, lorsqu'il va écrire sa scène, de penser effet spécial, de pouvoir la diriger, la réaliser lui-même ou la faire réaliser. Donc c'est un métier qui est complet, et qui aujourd'hui, dans l'écosystème, je dirais, de la réalisation de visuel, est une véritable demande à la fois des studios graphiques
et puis à la fois, je dirais, des entreprises qui vont demander non pas simplement une captation traditionnelle, mais d'enrichir le film à travers du motion design, de l'animation. Et là, je dirais qu'on pourrait aller voir sur YouTube tout un tas de réalisations aujourd'hui qui sont faites dans le domaine du motion design. Et vous avez des marques qui sont emblématiques comme Chanel et comme Dior qui réalisent aujourd'hui en motion design des films qui sont absolument extraordinaires. Et vous travaillez sur quel logiciel, Francis? Alors, je dirais que, vous savez, la grande bataille des logiciels, c'est toujours une bataille qui me fait toujours rire. Un vidéographeur, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. C'est quelqu'un qui sait dessiner, c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses clés d'animation. Aujourd'hui, on travaille volontairement sur la chaîne Final Cut et Apple, tout simplement parce que les grosses structures vont utiliser éventuellement des logiciels comme Mocha ou comme After Effects, on entend souvent. Mais pour autant, ça va demander une telle technicité que l'âme du réalisateur va se perdre dans, je dirais, un dédale de menus, de sous-menus et de techniques. Donc on va utiliser volontairement Motion 5, par exemple, qui fait partie de la suite d'Apple avec Final Cut, qui est un logiciel extraordinairement performant, mais qui surtout, à travers son intuition, la façon de l'aborder d'une façon intuitive, ludique, va permettre aux jeunes réalisateurs, aux réalisateurs, de pouvoir accéder tout de suite à une maîtrise et à une réalisation de très très belles factures en fait. Il est beaucoup moins complexe qu'After Effects aussi. Il est beaucoup moins complexe et je dirais qu'il est tout aussi puissant. C'est-à-dire, encore une fois, je dirais que vous avez des logiciels qui sont très puissants où il faut vraiment rentrer dans le menu, le sous-menu, le quart du menu et derrière le menu. Et là, vous avez une interface qui a été pensée vraiment pour des cinéastes. Et ça, je ne vais pas faire la promotion d'Apple parce que je ne suis pas payé pour le faire, mais je dirais qu'en tant qu'utilisateur et en tant que cinéaste moi-même, je ne peux que constater que ça a vraiment porté, je dirais, ça permet aujourd'hui à des réalisateurs de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et la prochaine session, donc à l'IMCA, de formation de vidéographeur? Alors la prochaine session, normalement, aura lieu au mois de novembre, donc c'est aussi une nouvelle aventure, avec des nouveaux exercices, et puis toujours cette idée de la réalisation. Parce qu'encore une fois, et c'est leur rendre hommage que d'avoir pu faire ce travail en si peu de temps, ce qui était très important pour nous, et ça je crois que c'est ça être réalisateur, c'est-à-dire on ne remet pas une copie vide, on a un prêt à tourner. Quand on a un cahier des charges, on va jusqu'au bout. Et ça, c'est très important. Bien, merci beaucoup, Francis Clancy. Merci à vous. Alors, vous parliez de polyvalence tout à l'heure. Nous aussi, à l'IMCA, c'est la polyvalence qui prime. Donc là, on va tous changer de poste. Je vais laisser place à un second présentateur. Ce fut vraiment un plaisir pour moi de présenter cette première partie. Mais en attendant, je vous propose de regarder un autre type de réalisation, celui de la fiction, avec Tôt ou tard, de Jean-Baptiste Gurly et Julien Chacornac.